C'est parti. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, le RDA à l'épreuve du pouvoir. Quel héritage des différents régimes politiques avec M. Shogol Kokala Maïga, ingénieur de télécommunications, ancien ministre de la Communication, président du parti MPR, Mouvement Patriotique pour le Renouveau. Monsieur Maïga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Notre second invité est El Hadji Baba Aïdara Di Sandi, premier vice-président du parti UM-RDA Faso Djigui, ingénieur génie civil, député de Tombouctou de 2007 à 2013. Monsieur Aïdara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et notre troisième invité est M. Modibo Diakité, historien, acteur du mouvement démocratique, vice-président de la commission politique de la conférence nationale, membre fondateur du parti CENID, ancien ministre du Travail et de la fonction publique. M. Diakité, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Diakité, je reste sur vous. Nous allons commencer cette émission par le premier axe, l'éducation et l'unité nationale. Dites-nous quelle conception les RDA avaient-ils de l'éducation? Merci, M. Dissa. Vous savez, ça, c'est un long débat. Quand on parle d'éducation, nous sommes dans un pays qui a une très forte tradition de formation. C'est-à-dire que nous, nos ancêtres ont estimé que pour construire un pays, il fallait commencer par construire l'homme. Et la construction de l'homme passe par l'instruction et par l'initiation. Parce que l'instruction ne suffit pas. Quand un homme n'est pas construit pour former, pour participer à une œuvre collective, on ne peut pas en tirer grand-chose. Donc ça, nos ancêtres l'ont compris bien avant les Européens. Pour le moment, c'est ce que je peux dire, mon peuple. D'accord. Et à l'époque RDA, M. Diakité, quels étaient les défis de l'éducation? Les défis de l'éducation, c'était une... Vous savez, 2 ans après l'indépendance, le Mali s'est lancé dans un plan, un vaste programme de réforme, dont la réforme la plus emblématique a été celle de l'éducation, qui a été saluée par les institutions culturelles internationales comme l'UNESCO. Et il s'agissait de décoloniser les esprits, d'aider l'homme à se reconvertir, de passer du sujet colonial au citoyen malien bâtisseur. C'est de ça qu'il s'agissait. D'accord. Et c'est pour cette raison qu'un accent particulier a été mis sur cette éducation. Ce n'était plus un ministère de l'enseignement ou de l'instruction en tant que tel, c'est un ministère de l'éducation nationale. C'est tout un programme. D'accord. Merci, M. Diakité, M. Aïdara. Et selon vous, quelle était la conception de l'éducation selon le RDA et selon vous? Merci. Oui, allons-y. Merci. D'accord. Moussa, on peut aller? Merci Dissa. Merci de nous avoir invités à débattre d'un sujet qui pour nous, en ce mois d'octobre, octobre c'est quand même le mois de la création du RDA, le 22 octobre 1946. Yes. Être là aujourd'hui, c'est pour nous une célébration.
avoir une pensée à tous nos anciens, dont le dernier ministre des différents gouvernements de Modibo est décédé le 18 du mois d'octobre, tout dernièrement. M. Salagnare, paix à son âme. Donc, il y a une génération qui part. Je souhaite surtout que les débats auxquels vous nous invitez servent à la génération, servent aux Maliens pour qu'on avance, pour qu'on ne reste pas dans ce qui est en train de nous arriver, pour qu'on corrige. Et que si, à mon avis, en tout cas ce que je pense, c'est que même si on ne sait pas où on va, on sait d'où on vient, ou on doit savoir d'où on vient. Le RDA a laissé un héritage à la création du Mali. Pour le sujet particulier de l'éducation, le RDA, l'USRDA le voyait très largement. Si je dis très largement, c'est à beaucoup de niveaux. L'historien, le professeur Diakité vient de dire décoloniser les esprits. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une longue période de colonisation. Et colonisation sur tous les plans, politiques, économiques, institutionnels, social. On nous a colonisé l'esprit parce que les Maliens, les Soudanais de ce temps-là, y compris jusqu'aux Maliens, pensaient même que nos ancêtres étaient des Gaulois. Il a fallu qu'on revienne à des meilleurs sentiments pour rappeler aux parents de Choguel que leurs ancêtres étaient plutôt les Firoun, les Sonia Liber, les Samori et autres. Donc il fallait décoloniser l'esprit. Décoloniser l'esprit et fabriquer, s'il faut le faire, construire un nouveau Malien, un homme malien digne, qui est fier de lui-même, fier de sa culture, fier de sa vision. Alors, l'éducation donc était vraiment sur un large éventail qui ne s'arrête pas seulement à l'éducation scolaire. La réforme de l'enseignement, je ne reviens pas là-dessus avec ce que le professeur vient de dire, a été saluée. Il y a eu un petit problème à un moment donné entre certains cycles qui passaient d'une période à l'autre, qui ont regretté d'avoir perdu une moitié de leur année ou quelque chose comme ça. Sinon, l'UNESCO l'a pris comme exemple pour l'amener dans les pays d'Asie du Sud-Est qui étaient du même niveau. Mais ils avaient la formation, c'était la formation du peuple, c'est la formation de la population, c'est la préparation. Et beaucoup d'activités étaient menées dans ce sens. On peut les citer très rapidement. On faisait des conférences des cadres. D'abord, il fallait que les cadres puissent apprendre, accepter de comprendre la vision et ensuite le vulgariser. Après les conférences des cadres, il y avait pour la jeunesse le mouvement pionnier. Le mouvement pionnier était un mouvement extraordinaire pour former les jeunes à comprendre, à être des patriotes, à être des Maliens dans leurs slogans, dans leurs pionniers, agir dans tout ce que ça comporte. Dans la loi du pionnier et le chant du pionnier, il fallait que les pionniers, l'enfant soit préparé à grandir. Et le mouvement pionnier était hiérarchisé entre les minimes, les cadets et les juniors. Donc la formation vient les plus âgés. Il y a également une école du parti. L'actuel NSUP est un don de l'Union soviétique à l'USRDA. Le bâtiment de l'ENSUP appartenait à l'USRDA. Avec la révolution, quand c'est revenu, ils ont cédé ça. L'Union soudanaise a cédé ça à l'État, tout normalement. Et il y avait la semaine de la jeunesse. La semaine de la jeunesse était encore une autre forme de formation des masses. Tout ce qu'on ne comprenait pas à la radio dans les langues, tout ce qu'on ne comprenait pas en français dans les conférences, tout ce qu'on n'apprenait pas ailleurs, les chansons, les véhiculer pour apprendre tout. Que Modibo porte ce boubou, à Diri, on a chanté que Modibo a porté le tissage a fait perdre au bazin sa valeur. Et ça, les Nana Maman Sidi l'ont chanté, Alassane Guité était tout petit, c'était à cette période. Ensuite, il y a l'école à la radio, Ngolo, Namou. C'était pas, les jeunes d'aujourd'hui ne comprenaient pas ça, mais l'école à la radio,
était attendu par les populations pour apprendre ce qui se passait et pour apprendre. Il y avait l'alphabétisation qu'on a appelée le Balekoukalan. Nos mamans, on les a vus tous les soirs rentrer dans les classes quand les élèves les ont quittés pour aller apprendre à écrire au moins leur nom. Donc, il y avait cette formation. Il y a les mini-programmes. Les mini-programmes étaient tellement importants. C'est peut-être aujourd'hui une radio, peut-être pas de publicité, mais Radio Bamako le dit tous les jours. Quelle sorte de voleur es-tu? C'est des enseignements, des messages qu'on passait. L'hymne national, l'hymne des pionniers, l'hymne national, si simplement on ne faisait pas que chanter l'hymne national, si on comprenait ce que l'hymne national veut dire en le chantant, on doit être quelque part dans l'âme engagée. C'était des mots très, 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 très forts. Les centres d'éducation populaire, le carrefour des jeunes, les grands slogans qu'on connaissait, vraiment, il y en avait beaucoup. Donc, c'était un large éventail pour former et éduquer. C'est ça que j'appelle éducation de masse. Donc, il y avait plusieurs facettes qu'il fallait apprendre et je m'arrête là par rapport à l'éducation. Merci M. Aïdara. M. Maïga, nous avons écouté M. Diakité qui nous parlait de l'instruction, de la construction, de la décolonisation des esprits. Et là, tout de suite, M. Aïdara nous parle en fait des grandes structures, les grands espaces par lesquels on éduquait. Et pour beaucoup de Maliens, alors l'éducation RDA est l'éducation la plus patriotique, la plus citoyenne, la plus complète de toute l'histoire du Mali post-colonial. Qu'en pensez-vous? Merci bien. Vous savez, lorsqu'on parle du RDA ou du PSP, les Maliens, c'est toujours difficile souvent. Vous savez, c'est comme quand vous amenez un enfant pour lui dire de parler de son père. L'œuvre de son père, qu'il porte un regard là-dessus. C'est difficile pour lui de faire autre que de l'idéaliser. Parce que c'est une sorte en fait, d'ingratitude ou quelque chose qui n'est pas accepté dans notre société qu'un fils passe un bilan critique de son père. Mais si vous, tel que vous posez la question, moi je regarde au niveau de l'État. Vous savez, le 22 septembre 1960, le Congrès de l'Union soudanaise RDA, qui a proclamé l'indépendance du Mali, a donné un mandat impératif au gouvernement pour transformer le pays en un vaste chantier dans tous les domaines de construction d'un État moderne. Un État moderne, c'est beaucoup de choses. Mais comme vous accentuez votre question sur l'école, je vais en dire deux mots. En 1960, au lendemain de la décolonisation, vous savez, la France, en réalité, a toujours continué à chercher à influencer le processus d'éducation. C'est comme ça que, dès février 1961, il y a une grande conférence des ministres de l'éducation à Paris, de l'ensemble des ministres de l'éducation de tous les pays africains et malgaches, tout le monde des pays francophones. Le Mali était présent à cette conférence, à travers son ministre de l'éducation, Singare, Abdoulaye Singare. La même année, à Addis Abeba, l'UNESCO a organisé une grande conférence dont l'objectif était de trouver une approche globale pour le système éducatif des pays décolonisés, pour l'ensemble des pays africains, francophones et anglophones. À l'issue donc de cette grande conférence, il y a des grandes orientations qui ont été définies. Maintenant, chaque État, à son tour, a adapté ça aux réalités de son pays. C'est pour cela que quand vous regardez les premiers
système éducatif dans l'ensemble des pays francophones, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais chaque pays a cherché à adapter à ses réalités. Je pense que la spécificité du RDA, c'est que les délégués venus de ces conférences ont quand même fait un travail d'adaptation, de création et d'initiative. Et c'est comme ça qu'on a, dans la réforme de 1962, il y a 5 grands axes, je ne vais pas les citer tous, mais celle qui est la plus emblématique dont on parle, c'est formation de masse et de qualité. Former des cadres pour prendre en charge la construction du nouvel État, sur tous les plans, dans tous les domaines. Décoloniser les esprits, parce que je rappelle au passage qu'après 70 ans de 74 ans de présence coloniale au Mali, on avait 10 médecins, je ne sais même pas, quelques juristes. Au total, on n'avait pas une centaine de cadres supérieurs dans l'ensemble du Soudan, après plus de 70 ans. Et donc, il fallait former les gens en masse pour faire face aux besoins de développement. Et c'est ainsi que la réforme a imaginé et souhaité que dans 10 ans, l'ensemble des Maliens sachent lire et écrire. C'était ça l'objectif de départ. Bien sûr, c'est une ambition très grande. Et très tôt, on s'est rendu compte que ce n'est pas facile à réaliser. Et dès 1964, il y a eu un premier atelier d'évaluation de la réforme. C'est normal, lorsque vous lancez un chantier, à un moment donné, il faut vous arrêter pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous savez, dans le souci de faire l'enseignement de masse, vous savez, quand vous dites que vous voulez atteindre la quantité et la qualité, en général, en termes de slogan, ça sonne bien à l'oreille. Mais dans la réalité, c'est très difficile. C'est difficile d'avoir la quantité et la qualité en même temps. Mais c'était des objectifs politiques. Et donc, dans le souci de faire la formation de qualité en masse, on a pris tout le monde, tous ceux qui savaient lire et écrire, même des élèves de 6e, 7e, 4e année, bon, on les a recyclés et puis on les a mis dans l'enseignement. Alors que vous savez que l'enseignant, c'est quand même l'élite. Les premiers responsables du RDA, nos pères, les Modibo Keïta, les Jean-Marie Koné et autres, c'était des enseignants. Et les enseignants, c'est l'élite. Mais la volonté de faire une éducation de masse a amené quand même, comme il y a des défauts de cadre, vraiment à prendre beaucoup, c'est ce qu'on appelle les 6 aoûtards. 6 août 1962. En 64 déjà, ça avait été constaté qu'il fallait faire des correctifs. Parce que, en cette période-là, nous sommes les produits de ça. Peut-être Sandy, lui, il ne connaît pas un peu les aspects que nous vivions dans les villages et les Modibo, mais moi je viens de la brousse. Vous savez, chez nous là-bas, c'était à même la terre. Hein. On s'asseyait, il y a une période au bord du fleuve, et puis on a les anciens pour montrer la volonté politique qu'il y avait de faire en sorte que tout le monde est lancé. Dans les hameaux, chez les nomades, c'est les enseignants qui suivaient les campements pour aller donner des cours. Et naturellement, quelques années après, on s'est arrêté, quand je dis on, le Mali. Parce qu'encore une fois, philosophiquement, je vais dire quelque chose avant de m'arrêter. Vous savez, je pense que notre histoire, nous devons l'assumer intégralement. Tout ce qui a été fait au nom de notre pays, par les différents régimes, ceux qui ont la chance d'être dans l'action politique aujourd'hui, leur rôle, c'est de lire dans son intégralité ce qui a été fait, afin d'en identifier ce qu'il y a de bien. Parce qu'une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Se servir de ça comme soubassement pour construire. Parce que la construction d'une nation, c'est plusieurs générations. Et je crois que jusqu'à une certaine date, c'est un peu la philosophie qui a prévalu dans l'éducation. Donc en 1964, il y a eu une première évaluation. Lorsqu'il y a eu le changement de régime en 1968, il y a eu immédiatement un séminaire des cadres pour évaluer qu'est-ce qu'on a remarqué, qu'est-ce qui ne marche pas, et apporter les correctifs. Chaque 10 ans à peu près, jusqu'à ce qu'on est rentré dans la phase la plus difficile avec les programmes d'ajustement structurel, la population qui croît, parce qu'il ne faudra pas oublier qu'en 1960, on était à environ 4 millions. Aujourd'hui, on est 20 millions.
Lorsqu'un gouvernement gère 4 millions et quand il gère 20 millions, c'est totalement différent. Et c'est comme ça que, à la place de quelques écoles techniques et quelques écoles professionnelles, il y avait 3 lycées. En ce moment, il y avait le lycée Terrasson de Fougères qu'on a transformé pour appeler l'appellation le lycée Askia Mohamed. Vous avez le lycée Prosper Camara et le lycée des jeunes filles. C'était les lycées qu'il y avait. Tu vois, le RDA a fait le lycée de Barlabougou. Donc, en très peu de temps, plus beaucoup d'écoles techniques, des écoles pour les formations des maîtres, ainsi de voilà. C'est quoi. Maintenant, je pense qu'il est bon de faire une projection. Comment cet héritage-là, avec ses insuffisances et ses atouts, comment il a été géré après? C'est en ce moment qu'on pourra bien comprendre. D'en parler. Monsieur Diakité, la devise du Mali, un peuple, un but, une foi, pour parler du fait que l'unité nationale a toujours été quand même un grand objectif pour les dirigeants de notre pays, réaliser cette unité nationale, faire tout pour la sauvegarder. Comment elle s'est portée déjà à l'époque RDA et comment l'éducation était au service de cette unité nationale? Merci, M. Dissa, vous l'avez dit vous-même, un peu plein but d'une fois, c'est tout un programme. Il faut se rappeler que lorsque le congrès de Bamako s'est réuni, le congrès constitué du RDA, du 10 octobre au 21 octobre, il y a eu une résolution importante à la fin du congrès. Il a dit aux différents délégués qu'une fois de retour dans leur territoire, qu'ils travaillent à la constitution pratiquement de l'unité politique au sein de ce territoire. Et que le parti qui en résulterait serait une section du RDA au sein de ce territoire. À l'époque, le Soudan qui a abrité le Congrès a estimé qu'il fallait donner l'exemple. Et c'est pour cela que dès le lendemain du Congrès, le 22 octobre 1946, le bloc soudanais de Maodo Konaté, CFIO, le Parti démocratique africain soudanais de Idrissa Diarra, qui est une sorte d'émanation des groupes d'études communistes, et le Parti progressiste soudanais de Fili Dabo ont fusionné pour créer l'Union soudanaise, section du Rassemblement démocratique africain. Section du Rassemblement démocratique africain. C'est pourquoi on dit USRDA. Et c'est pour cette raison que le boulevard qui passe devant la maison du peuple là, porte le nom du boulevard du 22 octobre 1946. C'est important. Donc l'unité, la richesse de l'unité a été une constante au sein du RDA. C'est ce que je peux préciser pour le moment. D'accord. Vous pouvez parler vraiment dans le micro. Oui. Alors, toujours par rapport à l'éducation et à la réalisation ou à l'ancrage de cette unité nationale. Est-ce que vous pouvez nous relater des faits ou alors nous parler des dispositions dans l'éducation, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, qui contribuaient vraiment à l'ancrage de cette unité nationale? Je crois que Sambi en a parlé un peu, mais effectivement, en 1960, moi j'étais déjà à l'école. Et j'ai vu un certain nombre de choses. La réforme a été appliquée à nous quand nous on passait pratiquement en CM2. Et c'est en ce moment que nous avons vu les filles venir dans les classes de garçons. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un effort important pour que les axes de la réforme se concrétisent. Il s'agissait de faire en sorte que le maximum de gens puissent aller à l'école, que cette école-là soit gratuite. Il fallait accélérer la formation des cadres parce qu'on en avait besoin. Le manque de cadres va créer un problème avec ce qu'on appelle les effets fonctions. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Il fallait faire en sorte que pour accélérer la formation des cadres, le Mali fasse le choix, et Mali va faire le choix. Disons, l'Union soviétique et l'Union soviétique a fait le choix des grandes écoles et en place de l'université, ce qui a été salué aussi par l'UNESCO qui a considéré, n'est-ce pas, que les grandes écoles ont été une grande réussite au Mali. C'est important de le dire.
Donc il y a eu des avancées importantes, mais comme Choguel l'a dit, il y a eu aussi des problèmes. L'Ecclésiaste a dit que l'homme ne vaut pas par le retentissement de ses actes, mais par la volonté qui l'anime. Tout à fait. Ok, merci M. Diakité, M. Aïdara. Est-ce que nous pouvons parler des valeurs, des principes autour desquels tous les Maliens se retrouvaient à l'époque? Oui, merci. Parce que vous savez, les principes, j'ai cité un peu là, dans le cadre de la formation et de l'éducation. Ce n'était pas des vains mots, c'était des choses qui étaient issues de beaucoup d'événements. Parce que ceux qui ont fait le Mali en 1960 ou dans les années 46, c'est le RDA, ont connu la colonisation. Ils ont vu leurs parents dans le travail forcé. Ils ont vu l'injustice. Ils ont vu beaucoup. Vraiment, la vassalité était trop grande. Et donc, c'est avec une grande force. Et bien sûr, pas seul au Mali, pas seul au Soudan ou au Mali, mais tous ensemble se sont retrouvés pour créer ces grands mouvements d'indépendance. Mais l'indépendance n'était pas simplement indépendance vide. Nous venons de dire l'éducation. L'éducation embrassait tous ces chapitres-là. Mais il fallait des dirigeants également qui donnaient l'exemple. Quand on dit un peuple, un but, une foi, quand on dit le bien public, le travail bien fait, l'intégrité, l'honnêteté, toutes ces grandes valeurs qui aujourd'hui sont en train d'être recherchées par les Maliens, même avec une torche en plein jour, on ne le trouve pas, étaient des choses qui, pour ces Maliens-là, ces dirigeants-là, étaient le comportement quotidien. Alors quand le peuple sent que le dirigeant est dans cette démarche, dans cette vision, l'unité suit. Et moi, je pense que l'unité nationale, comme vous venez de le dire, c'est le peuple qui se reconnaît en ses dirigeants qui a fait que le Mali était uni et tout le monde parlait le même langage, à mon avis. D'accord, merci Monsieur Aïdara. Monsieur Maïga, indépendance, exemplarité, intégrité, mais aussi socialisme. Est-ce qu'on peut dire que toutes les valeurs, tous les principes promus par le RDA à l'époque étaient des valeurs et des principes acceptés volontairement par tous les Maliens, ou plutôt c'était des valeurs et des principes que les Maliens acceptaient, mais par crainte, par peur des dirigeants de l'époque? Vous savez, on ne gouverne pas innocemment, comme le dirait l'autre. C'est sûr que quand vous prenez la gouvernance d'une façon générale, du point de vue des valeurs qu'incarnaient les dirigeants, je pense qu'il n'y a pas de débat. Difficilement, vous trouverez quelqu'un de bonne foi qui vous dira que les dirigeants n'étaient pas des gens qui ont une forte intégrité. Ça, c'est une chose. C'était des patriotes aussi. C'était des nationalistes. Une chose, c'est avoir ses intentions. Une autre chose, c'est dans la gestion, il y a forcément des erreurs. C'est pourquoi je disais qu'il est important que chaque phase de notre histoire, on la lise avec des lunettes suffisamment objectives dans notre intérêt. Il ne s'agit pas... Vous savez, il y a deux erreurs qu'on fait au Mali. On essaie de déifier les dirigeants ou on les diabolise. Quand vous entendez certains parler de Modibo, c'est comme un dieu. D'autres vous parlent de lui, mais dans des termes à peine respectueux. Parce que pour une raison ou une autre,
sous chaque régime, il y a eu des gens qui ne sont pas d'accord souvent avec les choix. Dès que le choix du socialisme a été fait, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Parce que vous savez, on est un pays quand même, historiquement, les fondements de la société malienne, c'est des fondements d'une société libérale. Tous les grands empires que vous avez connus, ils ont été fondés sur la base des échanges, du commerce. Les noms des grands empereurs qui ont laissé leurs traces dans l'histoire, c'est ça, les Maliens ont la réputation d'être des grands hommes d'affaires. Naturellement, quand vous choisissez la voie de développement socialiste, vous rentrez en conflit avec ceci. Les Maliens, quand vous regardez le parcours du RDA de 1946 à 1960, il y a 3 couches importantes qui ont constitué les viviers pour le RDA. Vous avez d'abord le monde des commerçants qui ont vraiment investi leurs biens, leur physique dans la réussite du combat du RDA. Leur espoir, c'était qu'après la décolonisation, ils vont remplacer les maisons de commerce françaises, ils vont remplacer les Libanais, ils vont remplacer les Syriens, et ainsi de suite. Ben, au lendemain des indépendances, avec le choix du socialisme, ces aspirations ne pouvaient plus prospérer. Vous avez les paysans. Les paysans, comme il l'a dit, avec les travaux forcés, les bastonnades, tout ce qu'ils subissaient, alors pour eux, une fois qu'ils sont libérés, ils vont avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais ce n'était pas, ça ne marchait pas avec le socialisme. Dans le socialisme, il y avait beaucoup de contraintes. C'est un système, tous les pays qui ont choisi cette voie, bon, c'est le problème qu'ils ont eu. J'ai eu l'autre jour dans un débat ici à dire à un de mes interlocuteurs, j'ai dit quand vous prenez le Vietnam a gagné toutes les guerres contre les Japonais, contre les Français, contre les Américains. Mais les Vietnamiens étaient obligés d'importer du riz pour nourrir leur population. Jusqu'au jour où ils ont libéralisé. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands exportateurs de riz dans le monde. Alors, ça c'est la deuxième couche. Vous avez l'autre couche, c'est les petits fonctionnaires de l'administration coloniale. Bon, qui pensaient qu'une fois que la décolonisation est faite, bon, leurs conditions de vie, leurs salaires vont augmenter, ils vont vivre mieux. Au lendemain des indépendances, le gouvernement a demandé des sacrifices qui ont conduit à bloquer les salaires, à faire appel au patriotisme. Bon, vous savez, l'effervescence patriotique, c'est comme la guerre, vous pouvez la faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, les gens ont envie de souffler un peu. Bon, donc toutes ces couches ne se sont pas trouvées forcément dans les choix politiques. Mais ça, c'est un autre débat. La question qui se pose, c'est que le 22 septembre, il y a un choix qui a été fait au nom du peuple malien. Ce choix, il fallait l'assumer avec ses conséquences, avec les conséquences qui en découlent. Naturellement, ça crée des frustrations, mais je dis globalement, on ne peut pas remettre en cause ni la bonne foi des responsables de l'RDA, ni leur patriotisme. Maintenant, le choix du socialisme, moi personnellement, je continue de croire que c'est des choses qu'on doit corriger. Tous les pays qui ont choisi la voie de développement socialiste, malgré la richesse, économiquement, les populations n'ont pas pu s'épanouir. Les dirigeants du RDA n'étaient pas plus patriotes ni nationalistes que Sékou Touré. N'étaient pas plus patriotes ni nationalistes que tous les pays qui ont choisi la voie du socialisme et du communisme. Mais ça, c'est notre débat. C'est le débat aujourd'hui, c'est comment ils ont construit le patriotisme chez les Maliens, comment ils ont inculqué chez les Maliens le sens de l'unité, le sens de l'appartenance à une nation commune. Et ça, c'est dans notre défi. C'est pour cela que si ce n'est pas ces malheurs qu'on nous a amenés ces dernières années à nous imposer, on est l'un des rares pays en Afrique, sinon le seul, où il n'y a jamais eu de problème ethnique. On ne le pose même pas. C'est pourquoi j'ai dit à nos frères du Nord, récemment quand on débattait ici, j'ai dit jusqu'en 90, dans les élections, quand vous prenez les régions du Nord, les députés, les secrétaires généraux des partis, c'était des Arabes, des Touaregs, des Soirées. Personne ne regardait cet aspect-là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre au crédit
de ceux qui ont fondé la République du Mali. Tout à fait. Voilà un peu ce que je peux dire à cette étape-là. D'accord, merci Monsieur Maïga, Monsieur Diakité. Justement, que s'est-il passé pour que nous en arrivons là à perdre ces notions de patriotisme, ces notions d'unité nationale vraiment bâties, construites par les fondateurs de la nation? Que s'est-il passé? Merci, je dis ça. Vous savez, la politique n'a pas un art facile. Et n'est pas politicien qui veut. Nous avons eu la chance d'avoir des hommes qui procèdent d'environnements sociaux qui leur donnaient la légitimité de gérer le pays, qui ont été à une école qui leur donnait pratiquement des atouts pour être considérés, n'est-ce pas, comme des gens suffisamment éclairés. Ce n'est pas n'importe qui est allé à William Ponty. Et ce n'est pas pour rien que William Ponty est devenu pratiquement la pépinière des premiers chefs d'État de la web. Ce n'est pas un hasard. Moi, j'ai pris la parole au centenaire de Modibo pour dire que sa légitimité n'était pas en cause. Et que lui-même, il venait d'une famille dont l'éducation n'était pas en cause. Et qu'il avait prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa génération, parce que n'importe qui n'est pas premier au concours d'entrée à William Ponty, n'importe qui n'est pas premier à la sortie de toute la F. Donc c'était des hommes que l'on retrouvait aussi bien au sein de l'UNRWA qu'au sein du PSP, qui étaient des hommes valables. Modibo a insisté sur la question de la morale, en disant la force d'une nation réside dans sa force morale. Il dit dès l'instant qu'une nation, la force morale d'une nation se dégrade, ce pays s'installe dans la dégradation. Il l'a dit. Et il a dit, une option ne vaut que par les hommes qui l'appliquent. Donc il fallait être des modèles, il fallait être patriote, il fallait être convaincu. Les problèmes qui ont existé, c'est connu. Modibo connaissait parfaitement la situation des maisons de commerce françaises ici. Modibo savait parfaitement qu'il s'était appuyé sur un certain nombre de commerçants. D'ailleurs, il avait des amis parmi ces gens-là. Kassoum Touré était proche de lui. Marwa Kassoum était proche de lui. Laye Issa Diarra, à Sigasso, était un de ses amis les plus proches. Moi, j'ai eu 2 heures d'entretien avec Laye Issa Diarra sur Modibo. Il m'a fait beaucoup de confidences. Donc, le débat n'est pas tout à fait à ce niveau. Ce qu'il voulait, c'était de faire en sorte que la constitution du Mali profite davantage aux couches les plus défavorisées. Il fallait aller vers une meilleure répartition des richesses de la nation, créer les conditions pour qu'on s'écarte de toutes les injustices qui faisaient en sorte que les gens puissent s'enrichir d'une façon éhontée. Sinon, au moment de l'indépendance, il y avait des gens qui étaient riches ici. Hein. Les De Solo, Traoré étaient là, les Bogorwa Tungara étaient là, etc., etc. Mais c'était des fortunes que l'on ne contestait pas. Parce que c'est les gens qui avaient trimé suffisamment, n'est-ce pas, et dans une certaine loyauté pour que l'on ne conteste pas ce qu'ils ont. Mais ce n'est pas le même schéma que l'on a aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on forme, parce que nous sommes tous des produits de la réforme de 62. Modibo nous a mis au lycée, à l'internat, il nous a donné des bourses pour aller à l'extérieur. C'était pour que l'on vienne remplacer ceux de nos pères qu'il avait mis dans l'administration qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur, mais parce qu'il n'a pas les moyens de faire autre chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont ces gens qui ont donné la main à ceux de nos grands frères qui n'ont pas pu suivre les études, qui sont allés dans l'armée, et qui ont renversé le régime, qui se sont donné la main et on connaît les conséquences. La réalité, c'est ça, là. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. L'objectif de Modibo, ce n'était pas de déposséder ou de détruire le commerce. Il a toujours dit d'ailleurs, la création de la SOMIEX n'est pas une tentative de mettre fin pratiquement à la tradition malienne, n'est-ce pas, du commerce. Ce n'était pas ça l'objectif. D'accord.
Merci, Monsieur Diakité. Monsieur Aïdara, vous aviez cité tantôt le mouvement pionnier, vous citiez les radios de l'éducation, vous avez parlé des semaines de la jeunesse, beaucoup de structures et d'étapes d'éducation et de la construction du Malien tel que voulaient les dirigeants de l'époque. Dans ces vastes lots d'héritage éducatif qu'ils nous ont laissés finalement. Alors, qu'est-ce que nous ne devrions surtout pas perdre, auquel il faut revenir maintenant et tout de suite selon vous, et pourquoi? Ça, question assez compliquée, mais quand même, permettez-moi de parler de ce que Choguel vient de dire. Je respecte son option de choix politique, normal, mais je voulais rappeler quand même, en 1960, ce n'était pas le Mali d'aujourd'hui. C'est vrai que les difficultés étaient dues au fait qu'on faisait face à un peuple qui aussi n'était pas préparé à l'organisation d'un État dans son ensemble. Mieux, je veux rappeler la rencontre du président Modibo Keïta et du président John Kennedy des États-Unis. Après la conférence de Belgrade, après les non-alignés, l'ensemble de ces États non-alignés, dont le nom vient du Mali, et c'est une réalité, Demba Diallo était l'ambassadeur du président Modibo, pour dire que nous sommes non-alignés, nous sommes bien des pays engagés pour notre développement et la décolonisation de l'Afrique. Nous sommes engagés, mais nous nous sommes alignés derrière aucun bloc. Quand cette conférence a eu lieu, avec le maréchal Tito, Sukarno Putih d'Indonésie, Gamal Abdel Nasser et tout, 3 présidents ont été retenus pour aller porter le message des non-alignés aux 2 grands blocs. Modibo était le président africain qui a été choisi parmi les 3. En Asie, c'était Sukarno, et en Europe, c'était le maréchal Tito. Après leur rencontre avec Kennedy, Kennedy a invité Modibo à venir en visite officielle. Quand il était arrivé, après beaucoup d'échanges, le président Kennedy lui a dit « Mais monsieur le président, comment avec une telle intelligence vous voulez amener votre pays au socialisme ?» Il lui a répondu « Monsieur le président Kennedy, avec quel capital je vais amener mon pays au capitalisme? Les Français ne nous ont rien laissé. » Les gens doivent savoir le contexte dans lequel est né le socialisme pour que le peuple malien dans son ensemble ne souffre pas au nom d'une poignée de personnes qui étaient pro-français, qui pensaient qu'ils allaient accaparer toute la richesse pour faire leur commerce à eux. Or, ils n'étaient en réalité que des représentants de ces grandes compagnies, ces FAO et autres. En réalité, donc, il fallait... Donc, votre question, tout ce qui est... Ils ont fait de grandes formations, j'ai dit, donc la façon de communiquer, la façon... Comment ne pas le perdre, c'est-à-dire, c'est la question qui me revient. Qu'est-ce qu'il faut pour que les Maliens se retrouvent aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle, d'entrée de jeu, j'ai dit ceci, pourvu que ce débat-là, ces débats que vous organisez, puissent servir aux Maliens, puissent servir à la jeunesse du Mali. On ne pourra pas retourner en 1960, c'est clair. On a aujourd'hui 20 millions. Le nombre d'étudiants dépassait la population du Mali de 1960. Je suis d'accord avec tout ça. Mais il y a un travail extraordinaire dans lequel ce n'est pas l'État seulement. Vous êtes responsable, vous l'êtes, je le suis. Il faudra une autre forme. Il faudra une autre forme de vision et mettre... Des fois, on le dit, les États généraux, on les appelle pour pouvoir dénoncer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Comme Choguel dit, il faut pouvoir s'arrêter à un moment donné. Quel est ce taré-là? Comment matérialiser ce taré? Sur quels objectifs ce taré doit se constituer pour qu'au moins l'ensemble, sinon la majorité des Maliens puissent être d'accord pour qu'on avance? Voilà, c'est une question que je me pose, qui pour moi doit être résolue afin qu'on trouve une solution pour tout ça. D'accord, merci Monsieur Aïdara. Monsieur Maïga, vous parliez tantôt de l'effritement en fait, des valeurs du patriotisme, des valeurs d'engagement pour la nation. Mais qu'est-ce s'est-il passé pour que nous ayons à perdre ces valeurs-là?
Comme on est en train de parler du volet école, parce et qu'en éducation. fait, éducation, la société c'est un tout. L'école et l'éducation c'est un aspect. Il y a les aspects culture, il y a les aspects défense, il y a les aspects création de richesse et production de richesse. Vous savez, moi je pense, de ce que je sais, en 1964, lorsqu'il y a eu le premier séminaire d'évaluation de la réforme, je pense qu'ils ont identifié ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ils ont essayé de corriger. Par exemple, je vous ai parlé des ciseaux-tards, c'est-à-dire qu'on a pris des gens qui sont sans niveau pour leur dire d'aller enseigner. Mais comme on dit, ne se trompe pas celui qui ne travaille pas. Se tromper, ce n'est pas un problème, c'est persister dans l'erreur qui est mauvais. Donc, dès 1964, il y a des enseignants de haut niveau qui ont dit qu'il faut corriger. On ne peut pas amener n'importe qui à enseigner. Donc, des correctifs ont commencé à être portés. Quand il y a eu le changement de régime en 1968, dès décembre, les enseignants ont été réunis pour qu'ils identifient, tout en gardant l'esprit de la réforme. Jusqu'à une certaine date, tous les gouvernements ont dit on garde l'esprit de la réforme, on essaie de l'adapter aux réalités du moment. À partir de 68-69, les lycées qu'il y avait, il y en avait le lycée de Baralabougou, le lycée Terrasson de Fougé, le lycée technique, et une politique volontariste d'amener les lycées dans les régions. On a eu le lycée de Tombouctou, le lycée de Sévaré, le lycée, on peut en citer près d'une dizaine. Markala, Sikasso, Kai, Bougouni, Koutiala, Banankoro, ça c'est les lycées. Les enseignants, dans l'esprit des critiques ou des critiques qui ont été faites dès 1964 par rapport au choix des enseignants, une nouvelle réforme a été introduite où les enseignants ont demandé que désormais, pour être enseignant, même du premier cycle, il faut avoir minimum DEF plus 2. Ça a été introduit après 68. Pour être enseignant de second cycle, il faut avoir minimum DEF plus 4. Les écoles l'ENA, qui étaient un cycle de technicien 2 ans, l'ENA allait à 4 ans. On a créé l'ESICA pour un cycle intermédiaire. N'est-ce pas? L'ENSUP, qui était de 3 ans, est allé à 4 ans. C'était dans le but de rechercher la qualité, mais en restant toujours dans le cadre de la réforme. Je pense que ce qui a donné les résultats qu'on a eu, c'est pour ça tout le monde vous dit que les Maliens qui ont été formés dans les années 60, parce qu'on a eu l'indépendance en 1960, donc pour que les gens finissent l'école, aller aux universités, c'est à partir de 69, 70, 71, 72 qu'on a commencé à aller dans les universités. C'est pour cela qu'on vous dit, ceux qui ont fait l'école dans les années 60, 70 jusqu'aux années 80, quand ils finissent les lycées au Mali, ils peuvent tenir dans n'importe quelle école. Ça, c'est des... Il y a eu ensuite cette volonté de rapprocher l'école de la vie. Donc il y a des écoles techniques qui ont été créées à Koutiala, à Bougouni, ainsi de suite. Le CFP pour apprendre les gens les métiers, parce que tout le monde ne peut pas être universitaire. Donc moi je pense que ces réformes ont continué. Tous les gouvernements ont eu cette volonté. Chaque 10 ans, il y avait une évaluation. Maintenant, quand les programmes d'ajustement structurel sont venus, là, je crois que le contrôle du processus a échappé un peu. On est rentré dans beaucoup de problèmes, de difficultés, jusque dans les années 90, où pratiquement, il y a les partants volontaires à la retraite qui ont été imposés à l'État. Là aussi, il y a eu pratiquement des bras de fer avec les FMI et la Banque mondiale. Moi, de ce que je sais, parce que je m'occupais de la jeunesse en son temps, hein, je sais qu'en 89-90, finalement, le gouvernement malien a obtenu que l'enseignement sorte des partants volontaires du programme d'ajustement structurel. L'enseignement, la santé et l'armée, mais que ça concerne les autres secteurs. Ainsi de suite. Maintenant, je pense que l'intérêt du débat, c'est de nous interroger en tant que Maliens de façon objective, à partir de quel moment et pour quelles raisons il y a eu cette... on est allé sur la pente au point qu'aujourd'hui,
Les diplômes du Mali ne sont même pas reconnus dans la sous-région, à forte région à l'extérieur. Quand vous partez avec un bac malien en France ou dans les grands pays, on vous oblige à reprendre ou bien on ne le reconnaît même pas. Bon, ces choses-là, ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit, parce que moi je dis encore que la meilleure façon pour nous de corriger les choses, c'est de ne jamais fermer les yeux sur les insuffisances, quelle que soit son appartenance politique, et pour les corriger. Parce qu'il ne fait pas d'erreur seulement celui qui ne travaille pas. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Merci, Monsieur Maïga. Mesdames, Messieurs, nous abordons maintenant le deuxième axe de cette émission, défense, sécurité et gouvernance. Monsieur Diakité, pouvez-vous nous dire comment était organisé le secteur de la défense et de la sécurité? Merci, Monsieur Gissa. Vous savez, le Mali a une très forte tradition d'organisation étatique. Les trois grands empires médiévaux qui font la fierté de tous les Africains ont leur berceau ici, dans ce pays. Donc ce pays a une tradition de gestion de l'espace, de gestion des hommes, de contrôle des frontières. Et c'est une tradition qui a continué. C'est une tradition qui a continué. Et après l'intrusion coloniale, et même pendant cette intrusion coloniale, on a eu à avoir les principaux foyers de résistance dans ce Soudan. Tout le monde se rappelle Samori. Ce n'est pas pour rien que le général Majin a demandé que sa stratégie de guerre soit inscrite à l'école de guerre à Paris. Le même Majin a écrit sur les tirailleurs sénégalais, où il a reconnu que ses meilleurs soldats étaient les Bambara du Soudan et les Sahara du Tchad, ce qui a été prouvé au Mali après les événements que nous venons de connaître. Et nous avons participé, parce que il faut dire que le Soudan a été aussi le seul pays qui a résisté pendant 40 ans à la pénétration coloniale. Et qu'en réalité, ce pays n'a jamais été pacifié. 40 ans de résistance coloniale, depuis le 22 septembre 1978 jusqu'aux batailles du Gourmand 1920, il y a toute une série de résistances dans ce pays-là. Donc on sait qu'il y a des hommes qui savent se battre, qui savent résister, qui ont un sens, n'est-ce pas, de la formation militaire, de la défense du territoire. C'est vrai. Il y a eu des enfants de troupes par la suite et tout le reste. Et le Mali, des soldats maliens ou soudanais ont participé aux 2 guerres mondiales et ont participé à certaines guerres coloniales. Et c'est sur ce terreau que l'armée malienne a été pratiquement constituée. On a fait appel à ces gens-là pour construire l'armée malienne. Et à ce niveau, il y a beaucoup d'ambiguïtés qui sont entretenues, sur lesquelles il faut faire la lumière. En réalité, quand nous sommes allés à l'indépendance, dès le 1er octobre, l'armée malienne a été créée, il faut le dire. Si on dit aujourd'hui que la fête de l'armée, c'est le 20 janvier, le 20 janvier 1961, Moribo a convoqué les diplomates pour leur dire qu'il a demandé à la France d'évacuer les bases militaires qu'elle possédait au Mali ici, parce qu'il y a une incompatibilité entre la souveraineté nationale et le maintien pratiquement de bases étrangères. Et c'est pour ça que c'est donné la fête de l'armée. Et le 5 septembre 1961, le dernier soldat a quitté le sol malien. Ce sont ces dates-là qu'il faut juste préciser au niveau des jeunes pour qu'il n'y ait pas de confusion à ce niveau-là. D'accord. Merci, Monsieur Diakité. Monsieur Aïdara, quelle appréciation faites-vous de la politique RDA, de la défense et de la sécurité? À ce niveau, vraiment, je soutiens, j'apprends encore des choses moi-même avec le professeur, l'historien. Mais je dois dire que les responsables de l'Union soudanaise RDA, nous sommes partis à l'indépendance, ne peuvent pas comprendre que je sois indépendant et que je sois encore défendu par le colonisateur, l'armée du colonisateur. L'incompatibilité ne s'y est pas. Donc les responsables de l'Union soudanaise RDA se sont donc battus pour créer une armée nationale. Formation par des Maliens, des élites maliens. Le général Soumaré n'était pas général de la veille.
avec toute son équipe, ils se sont mis à la formation des hommes. Mieux, avec la diplomatie, dont on va parler certainement, la diplomatie du Mali, des responsables maliens, on a pu créer, et je tiens à le rappeler historiquement, la plus grande armée au sud du Sahara. Le Mali avait la meilleure armée, la plus équipée et la mieux formée. Elle n'était pas formée que des récupérés de la rue ou bien des enfants perdus. C'était des hommes engagés, prêts. Alors, une des raisons, vous parlez de la défense nationale, on est obligé de rappeler cela, parce que certes c'est une partie de notre histoire, la première rébellion. C'est parce que tout simplement l'armée était plus forte que les rebelles, malgré que les rebelles aient été armés par qui on sait, mais l'armée était plus forte. Ce n'était pas le cas en 2012, où ils ont pris les bases aussi facilement au Mali. C'est que l'armée a dégringolé depuis. C'est vrai qu'en un moment, le régime qui a suivi, qui était un régime militaire, a entretenu, mais n'a pas su entretenir et garder la force de cette armée-là. Après la malheureuse guerre qui a beaucoup, du Burkina, qui a beaucoup secoué le Mali, qui a beaucoup secoué l'armée, mais ils ont gardé une armée digne. Mais à partir de là, les choses sont parties en décrescendo, alors que, en réalité, qui veut la paix prépare la guerre. On a oublié ça au Mali. Et pourtant, donc les dirigeants de l'Union soudanaise RDA étaient convaincus qu'il faut avoir une armée et une sécurité forte pour la défense et l'entretien du territoire. Et c'était acquis. C'était dit dans les résolutions du Congrès extraordinaire qui a suivi immédiatement le 22 octobre 1946 à la création du RDA et ensuite à celui de 57. Merci, Merci. M. Aïdara. M. Maïga, quel regard vous portez sur le secteur de la défense et de la sécurité? Vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez du secteur de la défense, bon, comme l'éducation, je pense que le temps ne nous a pas permis d'aller jusqu'à nous interroger ce qui ne va pas aujourd'hui. Mais concernant la défense, il faut qu'on le fasse pour que les uns et les autres comprennent. Allons-y. Hein. Vous savez, je vais vous lire pour que vous compreniez bien une citation. Elle est relativement longue, mais elle est très importante pour que les uns et les autres comprennent. Le Premier ministre d'Angleterre, le 12 octobre 1942, Winston Churchill, il a dit quelque chose que je vais dire. 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Voici ce qu'il dit. Cette citation m'a plu, je l'ai même introduit dans le livre que nous avons écrit sur les rébellions au nord du Mali. Il dit, citation, « Lorsque des gens pacifiques, en temps de paix, ne se préoccupent nullement de leur défense, lorsque des nations et des peuples, sans souci et confiants, je dirais imprudents, méprisent l'art militaire et croient la guerre unique pour qu'elle puisse jamais revenir. Lorsque ces nations sont attaquées par des conspirateurs hautement armés et lourdement organisés, qui depuis des années complotent en secret, célébrant la guerre comme la forme la plus achevée de l'effort humain, glorifient le meurtre et l'agression, préparés et entraînés jusqu'aux limites permises par la science et la discipline. Il est dans l'ordre normal des choses que ces nations imprévoyantes souffrent terriblement et que les agresseurs intrigants et cruels donnent libre cours à leur exultation sauvage. On dirait qu'il est en train de parler de ce qui est arrivé au Mali en 2012, 1942-2012, c'est 70 ans. Parce que précisément, je pense parce qu'on a oublié les grandes orientations qui ont été données à l'indépendance. Comme le dit un grand homme d'État, celui qui veut la paix prépare la guerre. Quand je disais que le congrès du
du 22 septembre a donné un mandat impératif aux autorités d'alors pour construire un État moderne. Le choix socialisme ou capitalisme, c'est un débat idéologique, mais dans tous les cas, un État moderne. Un État, c'est deux piliers. C'est la force et la justice. La force pour dissuader n'importe qui veut porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens dans le territoire, et la justice pour protéger les plus faibles. Quand vous regardez ce qui se passe chez nous, je dis deux mots sur la justice, c'est une parenthèse. La justice, on en parle depuis plus de 30 ans, que c'est un pouvoir, l'indépendance de la justice, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que le budget de la justice, aujourd'hui dans un budget de près de 2000 et quelques milliards, le budget de la justice est 20 milliards, moins de 1%. On doit avoir aujourd'hui environ 4500 à 5000 magistrats pour bien administrer le pays. On n'en a que 600. Avec ça, vous ne pouvez pas distribuer la justice. Je passe sur ça. Revenons à la force. Un État, c'est d'abord la force de l'État, une force intelligente. Quand vous remarquez tous les États qu'on respecte aujourd'hui, c'est parce que c'est des États, comme on dit en Bambara, c'est-à-dire tu ne peux pas t'en prendre à eux impunément. Vous prenez la première puissance militaire et économique du monde, les États-Unis. Leur seul budget, ça fait plus de 600 et quelques milliards de dollars. C'est supérieur au budget de tous les pays du monde réunis. Mais chaque année, la défense est une priorité de leur président. Vous prenez la Russie aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui sont très fiers quand ils voient le président de Russie. Les Africains, il y a beaucoup qui demandent le retour de la Russie. Mais pourquoi? Ils ne le disaient pas dans les années 90, parce qu'il y a un président qui a restauré la force militaire et la dignité de ce pays-là. C'est pour ça, d'ailleurs, je crois, l'une des raisons pour lesquelles il est populaire dans son pays. Pourtant, sur le plan économique, c'est une économie équivalente à celle de l'Espagne. Vous prenez la Chine. Vous ne pouvez pas devenir président en Chine si vous n'avez pas dirigé la commission de défense pendant au moins 4 ans. Obligatoirement. Il faut que vous passiez par un filtre où vous connaissez l'armée, ses besoins avant de devenir président du pays. Ça veut dire que la première mission d'un pouvoir politique, c'est assurer la sécurité de ses citoyens, leurs biens. Quelle que soit la façon dont un pouvoir politique s'installe, par coup d'État, par élection, par délégation du père si c'est un roi, s'il ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens, sa légitimité est en question. Je pense que l'une des grandes actions, des grands actes que le RDA a posés, et je vais développer l'argument pour montrer comment ce principe a été maintenu de longue date, c'est effectivement la construction d'une armée nationale. Dès 1959, en réalité avant même que la République du Mali ne soit créée, dès 1959, le président Modibo a fait appel à Pinana Drabo, qui était alors en poste à Madagascar, pour venir fonder le noyau de l'armée de la République du Soudan. Il vient, il crée un bataillon. En juin 1960, on était dans la fédération encore, le Mali signe des accords de défense avec la France pour la formation, mais surtout pour s'entendre de façon très claire là où elle peut exister, les bases qu'elle peut occuper, là où elle peut continuer à exister. C'était de la fédération. Et ils ont commencé à former l'armée nationale en s'appuyant premièrement sur ceux qui viennent de l'armée française et ceux qui ont recruté sur place. Et on se rappelle qu'en 1960, le 1er août, la fédération a envoyé un bataillon au Congo à la demande de l'ONU. Et c'est important de dire aussi que c'est à cette période, dès le 5 août, que l'USRDA a mis une commission spéciale pour créer les noyaux de l'armée soudanaise. J'ai trouvé dans les archives, comme je savais que le débat nous intéressait, le président de la commission, c'est Mamadou Diarach, Oumar Ly, membre de la commission, le capitaine Sékou Traoré, membre, le lieutenant de gendarmerie Bala Koné, membre. Voilà les noyaux
à qui on a confié tout de suite de nommer et de créer l'armée. Après, quand on est allé à l'indépendance, lorsque la République du Mali a été proclamée, il y a une petite page d'histoire, je ne suis pas historien, Modibo, tu m'excuses, mais comme on lit dans les livres, souvent on se cultive, donc tu me permets bien de jouer un peu à l'historien. Et vous savez, il y a des parts de l'histoire qu'il est bon que la jeunesse le fasse. Et à Blaise Soumaré, beaucoup de Maliens ne savent pas qu'il est de nationalité sénégalaise. Moi, j'ai parlé même avec des jeunes militaires qui ne savaient pas, des parents. Blaise Soumaré est de nationalité sénégalaise. C'est par fidélité. C'est par fidélité. Parce que l'éclatement de la fédération, il y a plusieurs versions. La France avait sa main derrière, les Sénégalais, les Français. Mais ce qui a mis l'étincelle, qui a mis le feu aux poudres, c'est la nomination d'Ablaye Soumaré comme chef d'état-major général des armées, qui était sénégalais, à la place du colonel Fall, proposé par les Sénégalais. Et donc, naturellement, quand la fédération a éclaté, par fidélité à Modibo, Modibo a demandé qu'il vienne au Mali. Parce que les Sénégalais l'avaient arrêté, il était citoyen sénégalais. Et comme il avait la nationalité française, donc il s'est prévalu de sa nationalité française, il a été libéré. Et donc, comme il y avait une confiance totale entre lui et Modibo, Modibo a demandé à la France de le lui envoyer comme coopérant. C'est ainsi qu'il est venu au Mali pour fonder notre armée. Comme coopérant français, il est de nationalité française. Et il a fait son travail, c'est pourquoi nous disons que c'est le fondateur de notre armée. Je pense qu'aucun Malien ne le dénie. Et il est resté dans cette considération jusqu'en 1964 à son décès, où il a été accompagné avec tous les honneurs. Et donc cette armée, comme l'autre l'a dit, avec l'appui des pays socialistes, a créé les bases de l'armée moderne. Jusqu'en 1968, on avait, je crois, 2 ou 3 MiG, on avait des avions de transport, et on avait des blindés, et quand même il y avait 9 bataillons sur le territoire. Les grandes zones de défense étaient occupées. Maintenant, c'est important de comprendre comment on a évolué et comment on s'est retrouvé dans la situation où on est. Si le débat nous le permet, on va le faire. Parce que c'est en ce moment qu'il y a intérêt pour les Maliens de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi une nation aussi brave, comme Modibo l'a dit, on a un pays qui a une longue tradition guerrière. Tous les grands empires qui se sont constitués ici ont eu des armées fortes. La résistance et la pénétration qu'on a été la plus longue, c'est ici. Dans l'armée française, les soldats les plus braves, c'était ceux qui venaient du Soudan. C'est pourquoi quand on nous dit que nos soldats fuient, on ne peut pas croire. D'ailleurs, il y a j'ouvre une parenthèse, il y a un militaire de la MINUSMA en 2015. Lorsque les populations de Gao sont sorties, il y a eu des affrontements, on a tiré sur, il y a eu des morts, mais les gens continuaient. Le jour où il partait, il a dit aux populations, les jeunes que j'ai vus, malgré les coups de feu, tenaient. Une armée qui vient de ce peuple ne peut pas être une armée qui fuit. Allez-y chercher les raisons de ce qui arrive à votre armée ailleurs. Ce n'est pas les gens. Ça, c'est un étranger qui a dit aux jeunes de Gao avant de partir. Alors, pour dire que il faut qu'on cherche ce qui nous arrive, qu'on s'interroge, moins pour critiquer qui que ce soit, mais beaucoup plus pour corriger, pour que ceux qui gouvernent aujourd'hui et demain puissent comprendre les erreurs à ne pas commettre. Merci bien. Merci, Monsieur Maïga. Monsieur Diakité, nous allons parler de gouvernance. Comment voyez-vous la gouvernance RDA, surtout quand il s'agit de la comparer à la gouvernance sous Moussa Traoré et à l'ère démocratique? Comment voyez-vous la gouvernance RDA? Vous savez, quand on a demandé au président Senghor qu'est-ce que c'est qu'une bonne gouvernance, il a dit fermeté sans faiblesse coupable, ni cruauté inutile. Vous pouvez reprendre cette fermeté citation. Sans faiblesse coupable, ni cruauté inutile. C'est ça la bonne gouvernance. Il est vrai que lui-même est tombé dans le travers des cruautés inutiles, avec le jeune Blondin, avec Mamadou Dia. Mais c'est ça le vrai problème. Et la gouvernance, comme je l'ai dit, c'est lorsque l'État travaille à faire en sorte
que la richesse soit produite, qu'il y ait une meilleure répartition des richesses, qu'une justice équitable soit distribuée dans le pays. En ce moment, on peut parler de bonne gouvernance. Mais le problème du Mali, c'est quoi? C'est que l'État seul ne suffit pas. Nous avons décidé d'aller en démocratie pluraliste. Voltaire l'avait dit, hein. D'ailleurs, la démocratie, ce n'est pas la loi du nombre, c'est le règne du droit. Et c'est important. Et on ne crée pas un parti politique n'importe comment et pour n'importe quoi. Et au Mali, quand nous avons décidé d'ouvrir, la création de partis politiques, nous avons dit, c'est l'ordonnance numéro 2 du CTSP, tout citoyen malien bénéficiant de ses droits civiques peut adhérer au parti politique de son choix. Le terme multipartisme n'existe pas dedans. Le terme anarchie ou prolifération anarchique des partis n'existe pas dedans. On a 207 maintenant. Voilà. Donc, 207. Donc, un parti, c'est un creuset. C'est un regroupement de gens qui ont réfléchi aux problèmes de leur pays, qui ont estimé qu'il y a des solutions qu'ils peuvent proposer, qu'ils partagent avec des gens et qui ont raison pour appliquer ce programme-là. Et c'est pourquoi il faut un projet de société qui puisse être décliné en programme de gouvernement pour prétendre accéder au pouvoir. Parce que c'est la seule porte pour accéder au pouvoir. D'accord. La société civile ne doit pas accéder au pouvoir. Elle peut accompagner, servir le pouvoir d'une manière ou d'une autre, mais la société civile doit accéder au pouvoir. D'accord. Et c'est la confusion que l'on fait, qui fait qu'on est dans une sorte de prolifération de partis politiques, parce qu'on est sous le régime de la déclaration. Donc la plaie essentielle aujourd'hui, c'est les partis politiques. Il faut qu'on arrive à régler ce problème-là. Comment accéder au pouvoir? Pour y faire quoi? C'est important. Hein? Dans la déclaration de politique générale, il nous faut aujourd'hui des programmes de gouvernement. Un Premier ministre qui va aujourd'hui avec une déclaration de politique générale, c'est un Premier ministre qui ne sait pas où il va. Choguel a cité Churchill à un certain moment, mais Churchill était important. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu, depuis les accords de Munich, Churchill avait prévu que Hitler accéderait au pouvoir et que ce serait la fin de la paix en Europe et peut-être même dans le monde. Et c'est pourquoi quand Hitler est arrivé au pouvoir, le roi George V l'a appelé, il lui a dit « Je te confie le pays, parce que toi tu avais prévu ce qui est arrivé ». Et c'est en ce moment qu'il a prononcé son fameux discours mémorable. « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, des larmes et de la peine, mais je sauverai le pays. I have nothing to overput ». C'est ça, Churchill. Merci, Monsieur Diakité. Monsieur Aïdara, la même question. Comment voyez-vous la gouvernance RDA, surtout quand il s'agit de la comparer à celle sous Moussa et à celle que nous voyons maintenant? Vous savez, les comparaisons sont difficiles pour la bonne raison que Choguel, dans son introduction, dit que nous sommes, en venant ici, parler du RDA et du PSP, c'est comme un enfant qui vient qui vient aller contredire l'héritage de son père. Moi, personne n'est plus mal placé pour le dire. Mais je suis issu d'un parti politique. Et pour moi, pour la gouvernance et la manière d'administrer et de gouverner un État, elle est aussi basée sur le comportement des dirigeants, mais aussi le fonctionnement des institutions que nous mettons en place pour répondre de manière efficace à la demande du peuple, aux exigences. Je pense que c'est ça la gouvernance. Donc, les institutions, le fonctionnement des institutions, la réponse des institutions pour satisfaire le peuple et les dirigeants qui sont chargés de le mettre en œuvre. Parce que c'est toujours lui qu'on voit. C'est toujours lui qu'on voit. Quand tu parles de gouvernance au Mali, aujourd'hui, tout le monde te dira Ibeka. On a l'impression qu'il est le seul. Ce n'est pas le seul, c'est un ensemble. Donc un ensemble d'hommes, un ensemble de systèmes, mais qui doivent donner l'exemple à tous les niveaux. Donc quand c'est reconnu ici que les responsables de l'USRDA étaient des exemples de probité, de respect du bien public,
de dignité, d'honnêteté, de toutes ces qualités réunies, ils ne peuvent qu'avoir l'adhésion du peuple derrière. Et ça permet de faire fonctionner la gouvernance de manière satisfaisante, en dehors des erreurs politiques, en dehors des orientations, en dehors de toute autre chose. Et je vais donner un exemple dans ce sens qui est un exemple historique, à mon avis. Vous savez, donner le bon exemple même, c'est le rôle du responsable le premier pour que le peuple t'accompagne, pour que le peuple te comprenne, pour que la masse te comprenne. Modibo, quand il a fait la réconciliation de Hassan II et de Ben Bella à Bamako en 1963 pour arrêter la guerre des sables, ça c'était une tentative de l'ensemble du monde. Je dis le monde entier a tenté à essayer de les réconcilier, n'ont pas réussi. Le roi Faisal, au nom de la communauté islamique, les a invités devant la Kaaba, 2 musulmans, il n'a pas réussi. Modibo les a réconciliés à Bamako pour arrêter la guerre des sables. Hassan II, Ben Bella, en présence de l'empereur Haïlé Sélassie. Mais à cela, il a eu le prix Lénine de la paix. En son temps, en 1963, ça faisait 6 millions. Il a eu le chèque. Il est venu à Bamako, il a remis à l'ancien karatéka là, qui avait le premier dojo à Bamako, Kamwel. Parce que la poliomyélite faisait des ravages à Bamako. Les 6 millions, il l'a donné pour créer le centre de rééducation des handicapés de la base. Voilà un dirigeant, voilà un homme, les autres vont le suivre. Et c'est ça, moi j'appelle ça gouvernance. Donc le peuple respectait ses institutions, le peuple respectait parce qu'il croyait et il avait confiance en ses dirigeants. La gouvernance était de fait. Merci M. Haïdara. M. Maïga. Oui, la même question. Comment voyez-vous la gouvernance RDA, surtout quand il s'agit de la comparer alors, à la gouvernance sous Moussa Traoré et à l'ère démocratique? Vous savez, un régime politique, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'il a promis et qu'est-ce qu'il fait? Si on ne part pas de là, on peut se tromper d'appréciation. Le RDA en 1960, à l'indépendance, je vous ai dit, les Maliens espéraient être beaucoup plus libres que sous la colonisation, avoir plus de bien-être, vivre mieux, être mieux éduqués. Sur le plan de l'éducation, je crois qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de contester ce qui a été fait, même s'il y a eu des insuffisances qui ont été corrigées au fur et à mesure. Et j'ai expliqué ici que de ce que je sais, jusqu'en 89, chaque 10 ans pratiquement, il y a des réformes. La dernière grande réforme qui était envisagée, c'était la création d'une université en gardant le système des grandes écoles qui ont été créées avant. Donc ce système, on a dit qu'il a de la valeur, il ne faut pas le changer. Mais comme les universités dans tous les pays africains, c'est le même système, c'est dans la capitale, tout le monde s'entasse, il avait été prévu de créer une université décentralisée et professionnalisée. Décentralisée pour que les grandes régions aient des pôles universitaires. Professionnalisée en fonction des spécialités. Par exemple, il était prévu de créer la faculté d'électricité et d'énergie à Kaï. Ça se comprend, il y a les barrages, il y a les mines. La faculté d'agriculture à Sikasso, la faculté qui s'occupe des sciences halieutiques et animales à Mopti, la faculté des lettres et architecture à Gao, l'architecture à Gao, la faculté des lettres et anthropologie autre à Tombouctou, l'ENA à Ségou, plus maintenant les instituts. Comme ça, les gens font un tronc commun après le bac. Après, vous choisissez si vous voulez rentrer dans les grandes écoles, vous faites les concours. Les autres vont dans les écoles techniques agricoles qui étaient créées un peu partout. Donc c'est une politique qui a été abandonnée. Moi, je ne juge pas. Ceux qui l'ont décidé le moment où ils ont décidé, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont leurs raisons, mais je constate seulement au résultat.
c'est que finalement, on a créé l'université à Bamako, tout le monde est à Bamako, les problèmes ne sont pas résolus. Or, avant, on cherchait à résoudre 2 problèmes. D'abord, décentraliser, que toutes les régions profitent de le développement de l'école, mais aussi qu'il y ait une sorte de brassage. Parce que souvent, quand vous voulez faire une spécialité, vous voulez faire l'agronomie ou autre, quelle que soit la région d'où vous venez, vous partez à Sikasso. Ainsi de suite. Ça, c'est très important. Et ça, ce n'est pas en rupture avec ce que le RDA avait. C'est l'amélioration au fil des années. Parce que quand tu gères 4 millions de personnes ou quand tu gères déjà 9 millions, ce n'est pas la même chose. En matière de défense, parce que je prends les éléments de la gouvernance, en matière de défense, c'est la même chose. Je vous disais qu'on avait 2 MiG, plus un avion de transport, ainsi de suite, et 9 bataillons en 68. Mais 20 ans après, mais on avait plus d'une trentaine de MiG. Je ne parle pas des chars d'assaut, on ne parle pas des hélicoptères de combat, on ne parle pas des avions de transport. Comme il l'a dit, à toutes les étapes, là, on a eu l'armée la plus puissante de la sous-région. On a eu à faire à 2 guerres que le Mali a emportées. Il y a 2 pays dont je ne vais pas citer les noms pour des raisons que vous comprenez, qui ont voulu avoir des prétentions sur des parties du territoire malien. Il a suffi de survoler la frontière avec 2 MiG et les choses se sont arrêtées. C'est des pays voisins. Parce que la doctrine qui était élaborée dès le départ, c'était un pays vaste, parce que pour que les gens comprennent, le Mali est aussi vaste que le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina réunis. Quand un pays est comme ça, avec le désert, la stratégie de défense, c'est d'avoir la suprématie dans les airs. Et envisager, en cas de situation difficile où vous êtes attaqué sur plusieurs fronts, que vous puissiez y faire face. Les gouvernements qui ont succédé ont mené ce processus jusqu'à son terme. Et personne ne pouvait se hasarder à attaquer le Mali. Comme j'ai dit, on a eu à faire face à 2 guerres, à 2 tentatives de guerre et une rébellion. Au niveau de l'école, on en a parlé, les niveaux de l'école. Je ne parle pas des problèmes politiques qu'il y avait, les difficultés avec les syndicats, ça c'est une autre affaire. C'est exactement comme quand les gens, par exemple pour faire le bilan du RDA, suivant que tu veux les critiquer, tu t'attardes sur le fait qu'on a supprimé les libertés, il n'y a plus de partis, les gens étaient en prison, d'autres sont morts. Mais vous savez, dans l'histoire des nations, on en trouve toujours des choses comme ça. L'important, c'est de voir qu'est-ce qu'ils voulaient faire, qu'est-ce qu'on a laissé. Alors donc ça, c'est concernant l'armée et l'école. Et moi, je trouve qu'un pays, c'est son armée, c'est son école, c'est les outils de développement. J'ai dit, vous regardez l'électricité qu'on consomme jusqu'à aujourd'hui. Les 80%, ça vient des barrages qui ont été réalisés dans les années 80. Les grands aménagements à l'office du Niger pour assurer l'autosuffisance, c'est un choix qui avait été fait depuis du temps du RDA. Mais ça a continué parce que l'État, c'est une continuité. Aujourd'hui, j'ai dit, les gens de Gao, quand vous les voyez manifester, la route Sévaré-Gao, les gens voient comment c'est un cordon vital. Ça a été fait à un moment donné. Vous avez vu? Donc, c'est tout ça, je pense, qui est l'héritage de notre pays, qu'on devait prendre. Maintenant, tout ce qu'on a trouvé là, qu'est-ce qu'on en a fait? La grande question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en a fait? D'accord. Parce qu'on doit s'améliorer au fur et à mesure. Je dis, quand vous avez 20 millions d'habitants, vous n'avez pas les mêmes problèmes à gérer que quand vous avez 4 millions. Tout à fait. Ouais. Mais aussi le budget. Je dis, le budget du Mali en 1990, c'était de l'ordre de 220 et quelques milliards. Aujourd'hui, c'est 2200 milliards. Voyez-vous. Beaucoup de choses ont vraiment changé, Monsieur Maïga. Eh bien, il ne nous reste plus que 7 minutes. Voilà, 7 minutes. Ouais. Monsieur Diakité, comme dernier mot est sur une question. Finalement, en 1968, il y aura un coup d'État. Et nous n'étions pas là. Mais ce qu'on a appris, c'est que ce coup d'État quand même a été bien accueilli par beaucoup de gens à Bamako et partout voilà, dans le Mali. Alors, comment expliquez-vous ces faits? Comment, quand on écoute aujourd'hui tout ce qu'on dit de la gouvernance de Modibo Keïta, de l'exemplarité des cadres de l'époque, comment comprendre alors que le jour J du coup d'État, eh bien, c'était l'Alliance populaire à Bamako? Question pour tout le monde. L'Alliance populaire, je ne dirais pas, mais j'étais là. Moi, j'étais à Bamako, j'étais au lycée. Le micro... Je dis, j'étais à Bamako, j'étais au lycée. J'ai vu ce qui s'est passé. Vous savez, quand les gens prennent le pouvoir par la force, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'opposent. Premier élément.
Deuxième élément, c'est arrivé à un moment où il y avait eu une succession de crises importantes dans le pays. Et sur le plan politique, il faut dire aussi qu'il y a quand même des gens qui ont eu le courage de désapprouver le coup d'État. Le PMT a fait, le Parti malien de travail de Abraham Babatouré a fait quand même une déclaration qui condamnait pratiquement le coup d'État. Maintenant, l'homme de la rue, c'est une autre histoire. On n'a plus le temps de revenir sur ça. Mais ce que je voudrais dire sur la gouvernance, c'est que le père de la Constitution de 1958, là, que nous avons copié, Michel Debré, il a dit ceci. Il a dit les 4 piliers sans lesquels un État cesse d'exister sont les suivants. L'éducation, ce que nous on appelle l'Adamou. La sécurité, ce qu'on appelle l'Akana. La santé pour tous, Kenya. L'autosuffisance alimentaire pour toute la population, donc pas. Si ces 4 piliers ne sont pas garantis, il n'y a pas de bonne gouvernance. D'accord. Merci, M. Diakité, M. Aïdara. Comme dernier mot. Sur la base de la même question. Sur la base de la même question, non, c'est... Je n'étais pas à Bamako, il a dit Bamako. Je n'étais pas à Bamako. Mais la gestion d'un pouvoir, je l'ai souvent dit, la gestion d'un pouvoir a beaucoup de facettes. Et tout le monde ne peut pas être satisfait. Surtout si l'ennemi du pouvoir est invisible. Je l'appelle invisible parce que ça s'est préparé quelque part, ce coup d'État. Ce coup d'État contre le régime de Modibo était quelque chose de préparé bien avant 1968. Il l'avait dit lui-même. Déjà, oui, bien sûr, parce que lui, il a été un homme qui a été envoyé. Le premier, c'était en 1965. En 1963 déjà, la France avait incité Fili Dabo, de 62 s'il te plaît, excusez-moi, à pousser le général Soumaré, s'il vous plaît, dont Tchegel vient de parler, à descendre le Modibo. Il a dit jamais de la vie. C'était une des raisons qui était contre les Fili Dabo en ce temps-là pour la trahison. En fait, c'est parce qu'ils avaient tenté ça. Mais le général Soumaré ne s'est pas prêté au jeu. Ensuite, il y a eu Adraman Diallo, en 1966, le capitaine Adraman Diallo. Mais ça s'est arrêté à cause de la guerre d'Algérie, en 1965. En 1966, quand on l'a tenté, ça s'est arrêté par la chute d'un Nkrumah. Mais quand Nkrumah est tombé, Modibo avait la certitude que son tour arrivait, et ça, il l'a dit aux gens. À partir de 1967, la chose a mûri. Il fallait trouver l'homme qui pouvait faire ce coup d'État-là. Je suis désolé, ce gars, c'est quand même Moussa Traoré, de l'UDPM. Et je sais que non, de toute façon, Cheguel est plutôt UDPM, il n'est pas comité militaire. Donc je peux me permettre de le dire aujourd'hui. Moussa était en mission. Il a été préparé à Paris avec une maladie imaginaire de gastrique forte. C'est là-bas qu'il a eu les consignes. Et il est venu. Historiquement, il faudra peut-être qu'il n'a pas lu ça. Mais il est venu. Alors non, c'est la vérité. Mais en réalité, l'Alliance populaire, je vais le finir. L'Alliance populaire, déjà en 69, déjà Moussa a eu les premières oppositions contre lui pour avoir fait le coup d'État. Beaucoup de gens l'ont dénoncé. Mieux, rarement on a vu à Bamako un rassemblement de Maliens aussi fort et aussi regroupé, aussi nombreux que le jour de l'enterrement de Modibo Keïta. J'étais là, la foule était de la place de souvenir au monument de l'indépendance en passant par le cinéma Babemba et de la station Total au rond-point de Amdalaï. Il n'y a noir de monde, jamais Modibo. C'est pour dire, le message était clair. On ne peut pas dire que jusque-là, le seul président aussi qui est mort. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que c'est le seul président qui est mort que tout le monde est sorti de manière tout à fait libre. Malgré la menace qu'il y avait derrière des membres du comité militaire. J'ai vu Tchekoro venir. Pour pouvoir échapper, il était obligé de tirer en l'air.
J'étais présent au rond-point. D'accord. Donc Modibo a été salué par le Mali et il faisait même peur. Le cimetière a été gardé pendant un mois. D'accord. Merci, monsieur Aidara. Monsieur Maïga, vous avez maintenant 1 minute 30. Merci. Juste 1 minute 30. Merci beaucoup. Le temps ne nous... Oui, allons-y. Ça peut aller. Ça ne marche pas là. Ça va, ça va. Allô, allô. Okay. Allô. Oui. Non, j'ai dit le temps nous manque beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Vous savez, moi j'étais tout jeune, hein, j'étais dans la campagne quand ça arrivait. Je vous disais que nous sommes le produit d'une volonté politique. C'est ce qui a fait qu'on a été à l'école. Et nous sommes des enfants de paysans. Et chez nous, il y a même une chanson qui est venue après. Et je vous ai dit que les paysans ont espéré avoir une certaine liberté, mais en 1968. Mais à Bamako ici, les gens se levaient à 4 h du matin pour avoir 2 kilos de riz par membre de famille avec des cannelles. Il n'y avait pas de sécheresse, il n'y avait rien. Il y avait des jacqueries dans le Djitoumou, à Bougouni, un peu partout. Parce que les récoltes des paysans les obligeaient à les vendre à la Somiex au prix fixé. Quand vous refusez, les gens n'avaient plus de liberté. Ça, c'est la vérité. Bon, le fait que des gens ont dénoncé, par exemple, le PMT. Le PMT a dénoncé même Modibo. Le PMT n'était pas d'accord avec Modibo. Il disait qu'il n'était pas suffisamment à gauche. Et vous savez, il n'y a aucun pouvoir ne fait l'unanimité. Mais il faut reconnaître que le jour du coup d'État, je pense qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main, il y avait un sentiment de délivrance générale. Maintenant, idéologiquement, les gens peuvent être contre. Concernant le coup d'État de Moussa Traoré, moi, je ne connais pas les détails que vous dites là. Je ne suis pas mais je vous dis seulement, lisez les mémoires de Focard. Il a parlé de tous les coups d'État qui se sont passés en Afrique. Le coup d'État du Mali, quand ça s'est passé, il dit qu'il est allé dans le bureau du général de Gaulle, qu'il lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit non, qu'il paraît qu'ils sont en train de tirer les uns sur les autres à Bamako, qu'ils pensaient même que quand il y avait plusieurs Sissoko là-dedans, ils ont pensé que c'est la famille de Philippe Dabo qui a pris. Maintenant, vous savez, concernant les coups d'État, concernant sur le RDA, il y a beaucoup de scénarios qui ont été écrits, développés dans les débats politiques. C'est difficile de connaître toute la réalité. Moi, je dis seulement que le fait que les citoyens n'avaient plus de liberté, même le RDA, tous ceux qui ont fait le RDA de 1946 jusqu'à 60, en 68, ils étaient tous en disgrâce, à part les 3 responsables du Nord, notre père Mamadou Lassana Haïdara, Yacouba Maïga Lucini Touré, tous les autres, Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, les Jean-Marie, tous ceux qui ont, même Awaketa, lisez les mémoires de Awaketa, même ceux qui ont fondé le RDA, il dit à Nara, ils étaient tous en disgrâce. Parce que le bureau politique a été mis en parenthèse. Il n'y a plus d'institution. En 30 secondes maintenant. Vraiment, c'est un débat. Moi, je pense que notre histoire, il faut qu'on la regarde et qu'on prenne les faits tels qu'ils sont. Je dis ici, personne ne peut remettre en cause le patriotisme des responsables du RDA. Mais ne faites pas croire aux Maliens qu'en 1968, les Maliens étaient dans le bonheur. L'écrasante majorité des Maliens étaient étouffés. Il y avait les pénuries. Il y avait des gens qui devaient être fusillés. Demandez la famille de Barema Bokoum. Merci. On l'a convoqué. Je la connais mieux que toi. D'accord. Mais c'est ça la vérité. D'accord, monsieur Maïga, je suis au regret d'arrêter. C'est très bien arrivé à la fin du temps imparti avec toutes mes excuses. Mesdames et messieurs, vous suiviez l'émission politique, le débat d'Africa Télévision. RDA à l'épreuve du pouvoir. Quel héritage des différents régimes politique avec M. Shogel Kokala Maïga, ingénieur des télécommunications, ancien ministre de la communication, président du parti MPR, Mouvement Patriotique pour le Renouveau. El Hadji Baba Aïdara Dissandi était notre deuxième invité. Il est le premier vice-président du parti l'UM-RDA, Fassou Djigui, ingénieur génie civil, député de Tombouctou de 2007 à 2013. Et enfin, nous étions en compagnie de M. Modibo Diakité, historien, acteur du mouvement démocratique, vice-président de la commission politique de la conférence nationale, membre fondateur du parti Sénide, ancien ministre du Travail et de la fonction publique. Pour ma part, mesdames et messieurs, ce fut un réel plaisir de vous servir ce numéro de politique, le débat. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail. Au revoir.